Donc, je rentre dans le vif du sujet très rapidement. C'est un gros sujet, l'eau potable, l'évolution du cadre juridique et le portrait actuel des méthodologies mises en avant, des règlements et aussi quelques résultats de bilan et le tout en 20 minutes, je le souhaite en tout cas. Euh, on va commencer avec un petit peu d'histoire. Juste, je dois garder en tête que la responsabilité de fournir une eau de bonne qualité à la population, c'est une responsabilité provinciale et non fédérale. Même si on est dans un système fédéraliste, il s'agit d'une responsabilité provinciale. Donc, le Québec commence à mettre son nez un petit peu et à intervenir sur l'alimentation de l'eau potable en 1901. En 1960, on a eu la naissance de la régie d'épuration qui vient remplacer la régie de l'hygiène et la loi sur l'hygiène publique. En 84, on adopte en fait le premier règlement de l'eau potable qui vient avec 40 nouvelles normes à respecter. Euh, En 2001, c'est l'adoption du règlement de la qualité de l'eau potable qui va nous accompagner pendant plus de 10 ans. En 2002, c'est la naissance de la politique nationale de l'eau. Alors au Québec, à travers cette loi, le gouvernement s'engage à intervenir pour assurer une eau potable de qualité euh, pour, toute, euh, pour toute la population, ainsi qu'un accès juste. En même temps, au niveau fédéral, ce qui s'est passé, c'est que le Canada a mis de l'avant une méthode, une approche nommée l'approche à barrières multiples qui, en fait, régit trois barrières de protection. La première, c'est celle des sources d'eau potable. La seconde, c'est le traitement de l'eau, c'est-à-dire l'usine et le rabattement des contaminants et des polluants à l'intérieur de l'usine de l'eau potable. Et le troisième, c'est le réseau de distribution d'eau potable qui représente la dernière barrière. Euh, Bien entendu, avec le RQEP, il ne demeure pas moins que les autorités, les compétences restent très fragmentées entre les ministères, et c'est un petit peu la critique qu'on adresse, qu'on adresse au RQEP. Donc la fragmentation des compétences, il est difficile, l'administration de ce règlement a été très difficile. Euh, En 2012, ça s'éclaircit beaucoup, en fait, et on assiste à l'adoption ou à la mise en avant du projet de statut de protection de conservation des sources destinées à l'alimentation en eau potable, qui, lui, en fait, euh, je vous dirais, avec ce projet de stratégie, le Québec s'enligne sur l'approche tant conseillée et tant préconisée par le Canada, qui est l'approche à barrières multiples. Euh, le projet, la stratégie de protection de conservation est une porte ouverte qui aussi euh, est une brèche qui est exploitée par le gouvernement pour mettre de l'avant ou adopter le projet de règlement sur le prélèvement des eaux et sa protection en 2012. Le gouvernement adopte le règlement en 2014, bien qu'il soit lourdement critiqué, puisque dans ce règlement-là, on alloue un chapitre en entier à l'autorisation de la fracturation gazière et d'hydrocarbures sur l'ensemble du territoire du Québec. Autrement dit, on assiste entre le dépôt de stratégie et la proposition du fameux PIPC, le plan intégré de protection et de conservation. Et il y a comment je vous dirais ça, une forte diminution de rigueur et on trouve que le RPEP actuel est une version très assouplie du PIPC de 2012.
Donc finalement, ce que le règlement sur le prélèvement des eaux et sa protection euh, divulgue, on a quelques prémices importantes. En fait, on doit garder en tête que le RPEP vient affirmer le caractère collectif des ressources en eau qui était en vigueur depuis 2009. Tout projet maintenant tout projet de demande d'approvisionnement, de prélèvement d'eau est assujetti à un cadre juridique désormais. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant 2014, avant l'adoption du RPEP, les prélèvements en eau surface n'étaient pas encadrés par un cadre juridique. Seul le prélèvement en eau souterraine l'était par le fameux RQES, le règlement sur la qualité des eaux souterraines. Aussi, le nouveau, ce qu'introduit comme obligation à travers l'article 75, le RPOP oblige les responsables, les détenteurs, les responsables de réseaux de distribution de catégorie 1, c'est-à-dire réseau desservant 500 personnes et plus, à élaborer une analyse de vulnérabilité. Donc cette analyse de vulnérabilité, c'est un petit peu l'enfant pauvre du PIPC qui a été promu et non obligatoire à l'arrivée de la stratégie de protection en 2012, le projet de stratégie, pardon. Donc très rapidement, en fait, le règlement consiste en 5 étapes. La démarche du règlement, elle est faite en 5 étapes. À gauche, on a les démarches concernant l'eau souterraine et à droite, l'eau de surface. Ce qu'on doit retenir très rapidement ici, c'est qu'il y a une différence en fait au niveau de la détermination des vulnérabilités, la ligne 3. Pour l'eau souterraine, la vulnérabilité doit être déterminée pour les 4 aires de protection qu'on va voir tout de suite à travers la méthode drastique qui est une pure modélisation hydrogéologique, en comparaison à l'eau de surface qui est un calcul quantitatif et plutôt quantitatif et qui se base sur le calcul de la vulnérabilité pour 6 indices de vulnérabilité qu'on verra tout de suite après. Les 2 dernières étapes consistent vraiment à pondérer les menaces, c'est-à-dire à déterminer le potentiel de risque, la gravité, et la 4e, à diagnostiquer la cause de ces problèmes-là. Encore une fois, il y a une petite différence ici pour l'eau de surface et l'eau souterraine, c'est que pour l'eau souterraine, il faut identifier les causes qui affectent la qualité des eaux, mais pour l'eau de surface, en fait, il faut faire un diagnostic pour chacun des indices de vulnérabilité précités en haut. La détermination des aires de validation, des aires de protection et des aires de protection d'un prélèvement d'eau souterraine sont 4. Alors, on a l'aire de protection, l'aire d'alimentation qui correspondrait pour un cas d'eau de surface au bassin versant. En fait, c'est finalement la région entonnoir qui fait que toute l'eau arrive au point de prélèvement, qui est entouré de 3 autres aires de protection. Les aires de protection intermédiaires correspondant à un voyagement, à la migration de l'eau de 200 jours, c'est la protection bactériologique, et protection et l'aire de protection intermédiaire virologique correspond à la migration, à une période de migration de 550 jours pour arriver au prélèvement. L'aire immédiate est un buffer de 30 mètres autour du prélèvement. Ce n'est pas un cercle parfait. Je vous dirais pour finir ça, c'est que ces 4 aires-là doivent être définitivement déterminées par un professionnel qui serait un hydrogéologue ou un ingénieur en géologie. Dans cette diapo, on voit 2 exemples en fait dans un milieu fracturé
Et dans un milieu plutôt granulaire, on voit que, ça ne ressemble pas vraiment à un tracé très, très uniforme. Donc, chaque aire de protection a une forme particulière et elle est vraiment déterminée par des études hydrogéologiques à travers 3 puits d'observation au minimum pour chacune des aires de protection d'eau souterraine. Pour l'eau de surface, c'est très différent et c'est plutôt euh, instinctif comme détermination. Ce qu'on regarde là, c'est le cas d'un prélèvement d'eau de surface situé dans un lac. Alors, l'aire de protection éloignée, elle est représentée par le bassin versant, donc qu'on voit ici, que je n'ai pas représenté exclusivement. L'aire de protection intermédiaire, c'est vraiment un rayon de 2 km autour du prélèvement avec prise en considération d'un buffer, d'une bande de riveraine de 120 mètres sur les berges et du lac et des tributaires. L'aire de protection immédiate est représentée par un buffer, un cercle parfait, hein, d'un rayon de 300 mètres autour de la prise d'eau. L'aire intermédiaire, le buffer de l'aire intermédiaire, ce rayon de 2 km peut des fois être hors bassin versant. Donc, ça vient compliquer un petit peu administrativement les choses. En rivière, c'est différent. En rivière, quand le prélèvement est situé dans une rivière, l'aire intermédiaire est située à 10 km en amont, hein, quand même. Ça commence ici pour finir là. Et l'aire en amont et 50 mètres en aval du prélèvement, avec un 120 mètres, pardon, 500 mètres en amont et 50 mètres en aval pour l'aire de protection intermédiaire qui est assurée en plus foncé. Maintenant, les activités proscrites. Les activités proscrites sont nettement moindres que celles inscrites dans le PIPC de 2012. Tout simplement, c'est vraiment la grosse critique envers ce règlement-là, c'est qu'il permet pratiquement tout. Au niveau de l'eau souterraine, en fait, certaines pratiques agricoles ne sont pas tolérées ou sont restreintes ou contrôlées. Et tout cela, ça dépend en fait du niveau de vulnérabilité de chacune des aires de protection intermédiaire et immédiate. Donc, dans l'aire éloignée pour l'eau souterraine, pratiquement toutes les activités sont permises. L'aire intermédiaire également, on a quelques interdictions au niveau de l'aire immédiate. Pour ce qui est de l'eau de surface, c'est un petit peu la même chose. Et il y a, je vous dirais, plus de permissions d'activité, il y a moins de proscriptions d'activité au niveau des aires de protection en eau de surface. Les seules activités interdites sont le pâturage, l'épandage, comme vous pouvez le lire, et ceci à même l'aire de protection immédiate. Donc, dans les aires de protection intermédiaire, on peut même faire de l'exploitation gazière et pétrolière. Comme je vous l'ai dit tantôt, la détermination de la vulnérabilité des eaux dans les aires de protection se fait par la méthode drastique, qui est une modélisation hydrogéologique à travers des données récoltées à partir de 3 puits d'observation. C'est une cotation numérique de la vulnérabilité intrinsèque. C'est une note de 2 à 200. Plus le score est haut et plus la vulnérabilité est grande. Bien entendu, on a besoin d'un professionnel, un hydrogéologue, pour la détermination de ceci. En plus il doit, en plus de devoir déposer son sceau sur le rapport. Tel que je vous l'ai dit tantôt, la détermination des niveaux de vulnérabilité des aires de protection en eau de surface est établie via 6 indices de vulnérabilité. A, physique, la vulnérabilité physique du site, c'est l'intégrité du prélèvement. La vulnérabilité du prélèvement aux micro-organismes,
celles aux matières fertilisantes, celles à la turbidité, aux substances inorganiques, les métaux, et aux substances organiques, les pesticides et les hormones, etc. L'évaluation de ces 6 indices doit se faire selon 2 méthodes. La première méthode, en fait, elle se base sur l'analyse de données historiques, des fréquences de dépassement, etc. La seconde exploite plutôt des données récentes, d'études récentes. On doit malheureusement prendre le niveau le plus bas de vulnérabilité, le niveau, c'est-à-dire garder seulement le score le plus bas des données par les 2 méthodes. Brièvement, très peu d'OBV sont impliqués dans les analyses de vulnérabilité au Québec. On en compte vraiment sur le doigt de la main. Le Cobaric en fait partie, on va en parler tantôt. On mène en ce moment en fait deux gros mandats, 2 mandats de front. Le premier, c'est une concertation des dispositions réglementaires du nouvel règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection. Et on anime cette table de concertation avec 4 municipalités, Sainte-Marie, Saint-Georges, Lévis et Beauceville. Dans ce mandat-là, on est aussi mandaté pour préparer et extraire certaines données pour ces municipalités-là et les colliger. Aussi, on élabore de A à Z l'analyse de vulnérabilité de la ville de Beauceville qui, quand même, qui a commencé à fin avril dernier. Ce que j'exploite là-dedans, dans ce travail-là, c'est des données provenant du plan directeur, du Cobaric, de la rivière Chaudière, le portail des connaissances sur l'eau qui me donne accès à plusieurs bases de données du gouvernement. Bien entendu, il y a très peu d'études en cours qui ont eu lieu ou en cours sur l'eau potable à Beauceville. Fort heureusement, le Cobaric a comblé un petit peu. Le Cobaric s'est montré un petit peu un chef de file là-dedans et c'est vraiment dans nos annales qu'on retrouve le plus d'études et le plus de connaissances scientifiques sur le lac Fortin et la rivière du Moulin qui abrite le prélèvement de Beauceville. Bien entendu, grâce à ma collègue Marie-Ève Théroux, j'ai accès à notre base de données et on va bientôt travailler sur le développement et la cartographie des 3 aires de protection qui sont déjà déterminées, mais on doit pour l'instant en fait choisir une méthode la plus juste pour la détermination des vulnérabilités. On en est là, un petit peu. Ça, c'est pas un petit peu, c'est une vue éclatée du résumé des démarches du RPEP de tantôt. Celle-ci vraiment concernant l'eau de surface. Donc, on est encore, enfin, on finalise le premier volet de la description du site et on finit avec la détermination de la vulnérabilité. Il nous reste à colliger tous nos inventaires de menaces. En troisième point, à pondérer les menaces, c'est-à-dire à déterminer le potentiel des risques, la gravité des menaces. Et finalement, en 4e point, en dernier, le diagnostic, c'est-à-dire établir le lien de cause à effet des enjeux qu'on retrouve. Vraiment, pour finir, très rapidement, je vais vous exposer 8 résultats que j'ai sortis des 2 derniers bilans de 2005-2009 et de 2010-2014, un peu pour vous montrer qu'il y a une nette évolution depuis quelques années dans nos réseaux. Donc, le premier, c'est pour vous montrer un petit peu que la population connectée ne cesse d'augmenter, que ce soit pour l'eau souterraine ou l'eau de surface. Ici à gauche, on va avoir les résultats de 2005-2009 et à droite, 2010-2014. Donc, on a 6,7 millions de connectés en 2010 et
et on dépasse 7 millions en 2014. Alors ici, pour vous montrer que ce n'est pas vraiment le même graphique, mais je voulais porter à votre attention que les procédés, que les traitements avec des infections augmentent, que les usines utilisant des procédés de désinfection augmentent au Québec. On en comptait en 2009 146 qui utilisaient des procédés de filtration. En 2014, on en compte 154 qui utilisent de la désinfection et de la filtration. Pour ce qui est de la qualité microbiologique, là, on parle de dépassement de proportion de résultats respectant les normes. Pour 2009, on a un pourcentage quand même assez haut de 98,62%. Il augmente légèrement en 2014 pour les coliformes totaux et les, et les Escherichia coli, et il est de 99 et plus. Pour les métaux et les métaux traces, très peu de dépassements. En 2009, pas en 2019, pardon, on a un taux de conformité de 97,3% dans les réseaux, et ça baisse un petit peu, et on peut en parler pendant une heure. Vous, peut-être intrinsèquement, imaginez pourquoi que ça baisse un petit peu en 2014, parce que on pollue de plus en plus, et il y a de plus en plus de nouveaux métaux qui sont mis sur le marché, qui sont de plus en plus difficiles à rabattre dans les usines de production d'eau potable. Le pH non plus est très conforme pour la conformité aux normes. Il ne s'agit pas des mêmes données présentées à gauche pour 2005 et 2009 que celles de 2010-2014. En 2005-2009, en fait, on voit un petit peu le nombre de réseaux ayant des valeurs de pH, des plages de valeurs de pH normales. Voilà. Et pour le graphique de droite, en fait, on a 99 réseaux qui respectent, qui ont un pH supérieur à 8. Et pour l'histogramme bleu clair, on a des valeurs, on a des réseaux qui ont des eaux un petit peu plus acides. Finalement, j'ai dit des bêtises, il s'agit vraiment de la même donnée présentée à droite et à gauche, excusez-moi. Il s'agit bel et bien des plages, des intervalles de réseau, des intervalles de pH dans les différents réseaux. Encore une fois, pour les trialométhanes, je vous présente ici le nombre de réseaux présentant des dépassements de trialométhane. Rappelons-le, le trialométhane est le dérivé du chlore le plus dangereux qu'on retrouve dans les réseaux de distribution. Il est cancérigène. Et un peu comme la chloramine, on le suit vraiment assidûment. Et comme vous voyez, les risques sont plutôt très négligeables en 2014. Finissant avec les pesticides, une comparaison 2009-2014, on voit clairement que les pesticides diminuent, à l'exception de deux catégories de pesticides qui augmentent au lieu de diminuer. Donc, je vous remercie énormément de votre attention, et je suis tout oui pour toute question. Merci. On va donc laisser la place à Yannick s'il n'y a pas de questions, sinon on les prendra à la fin, toute fin. Yannick, si tu peux embarquer. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là ce matin là, pour vous parler rapidement de la gestion des eaux usées au Québec. Donc, ça ne sera pas bien long, là. Sans plus tarder, je vais tenter de partager mon écran également. Donc, comme je disais, bonjour tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Donc, voici un peu là, la page de présentation qui devait avoir lieu au début du webinaire. Je ne sais pas si ça a été dit, mais le webinaire là, est réalisé là, dans le cadre du projet d'échange entre le Cobaric et le contrat de rivière Semoichière en Wallonie.
Donc, au niveau de la gestion des eaux usées au Québec, en fait, la gestion des eaux usées municipales se fait selon le règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées. Donc, ce règlement-là, principalement, décrit là, les différentes normes de rejet à l'affluent des eaux usées. Donc, lorsque les eaux municipales sont traitées dans l'usine d'épuration des municipalités, l'eau est souvent par la suite là, rejetée au cours d'eau. Donc, ces normes-là, là, un peu comme dans le cas des eaux potables, là, expliquent les différentes normes au niveau des matières en suspension qui peuvent se retrouver dans l'eau. C'est la même chose au niveau des normes applicables pour les débordements d'eau brute, donc lorsqu'il y a des trop-pleins. Également, le règlement stipule les différentes normes concernant le suivi des rejets des débordements, donc tout ce qui est les évaluations environnementales, les suivis chimiques et toutes ces choses-là. Puis finalement, le règlement explique un peu là, les différentes dispositions relatives aux opérations des ouvrages d'assainissement, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, les stations d'épuration, entre autres. Au niveau de la gestion usée des résidences isolées, donc au Québec, ce ne sont pas tous les résidences ou tous les secteurs qui sont connectés à des réseaux d'égouts et d'aqueducs municipaux. Donc, ici au Québec, la loi sur les compétences municipales affirme que toutes les municipalités peuvent, aux frais des propriétaires, installer et entretenir des systèmes de traitement des eaux usées pour des résidences isolées. Par la suite, il y a le règlement Q2R22 qui relève de la loi sur la qualité de l'environnement, qui est le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, qui vient vraiment décrire tout le processus là, en fait, d'installation des fosses septiques, de vidange, de suivi, également de quel type d'installation on doit installer en fonction des différents types de sol ou de milieu. Donc, il y a trois types là, de fosses septiques qui peuvent être installées. La fosse régulière, il y a le système tertiaire, les systèmes secondaires, et il y a également là, plusieurs déclinaisons en fonction là, du système en tant que tel là, qui est souterrain. Là. Donc, voilà. Donc, au niveau vraiment du règlement sur les résidences isolées, donc le Q2R22, en fait, pour décrire rapidement ce qui est une résidence isolée, on entend une toute résidence de 6 chambres à coucher et moins qui ne sont pas reliées à un réseau d'égouts. Il y a également certains d'autres usages là, qui sont associés au règlement, entre autres là, les terrains de camping là, qui ne sont pas reliés à aucun réseau. Je ne ferai pas le tour de toutes les dispositions du règlement, mais je voulais vous en présenter rapidement deux. Donc, il y a l'article 13 qui est assez important, en fait, qui vient énumérer la fréquence des vidanges. Donc, selon le règlement, toutes les installations septiques des résidences isolées doivent être vidées aux 2 ans pour les résidences principales. Quand on parle de résidence principale, en fait, on entend toute résidence qui est habitée à l'année. En fait, c'est comme ça là, que le règlement l'appelle. Donc, résidence à l'année et non résidence principale. Et également 4 ans pour toutes les résidences secondaires, c'est-à-dire chalets, résidences de villégiature et autres. Par la suite, l'article 88 vient donner l'obligation aux municipalités d'exécuter et de faire exécuter le règlement en incluant le suivi des nuisances qui sont provoquées par les systèmes. Donc, quand on parle de suivi des nuisances, c'est par exemple des installations qui créent de la pollution, que ce soit par des rejets dans l'environnement, des bris, des installations non conformes ou des huettes. Puis finalement, en vertu du Code municipal du Québec, la délégation de la compétence est possible pour les MRC, c'est-à-dire que les municipalités peuvent déléguer la compétence en partie ou sa totalité aux différentes MRC. Nous, par exemple, sur notre territoire, sur nos 8 MRC, bien, la compétence est déléguée à 5 d'entre elles. Donc, ici, vous avez un peu là, le schéma là, qui permet de comprendre comment la vidange se fait. Donc, il y a toujours là, deux types d'entités qui peuvent le faire, soit le niveau municipal ou les citoyens. Puis ça vient un peu récapituler là, les différentes méthodes là, et fréquences de vidange que j'ai expliqué tout à l'heure. En 2013, il y a eu une étude qui a été faite par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques sur la gestion des eaux usées au Québec. Donc, principalement, ce qu'ils ont relevé, c'est qu'il y avait seulement 57 municipalités qui prenaient en charge la vidange des installations septiques individuelles. Puis de ces 57 %-là, il y en a vraiment 17 que c'était des municipalités, 24 que c'était les MRC, donc la compétence était déléguée là, à la MRC, et 14 que la compétence était déléguée à une régie intermunicipale. Donc ça veut dire qu'il y a 43 des municipalités du Québec en 2013 qui laissaient faire la vidange aux citoyens en tant que tels.
Parfois, ça peut être plus problématique, parfois ça l'est pas, ça dépend vraiment des cas. Mais ce qui avait été relevé dans cette étude-là et également dans l'étude que nous on a faite, quand c'est les citoyens qui s'occupent de faire leur vidange eux-mêmes, ben souvent les délais sont pas respectés et plusieurs dispositions là, du règlement ne sont pas respectées non plus. Cela dit, ce n'est pas dans tous les cas. Il y a certaines municipalités où les citoyens le font bien, il y en a d'autres qui le font moins bien. Donc ici, vous avez tout simplement l'évolution un peu là, de qui effectue la vidange d'installation septique depuis 2003. Donc on voit que plus on avance dans le temps, bien, plus les municipalités, en fait les autorités municipales prennent en charge cette compétence-là, d'autant plus qu'ils ont l'obligation de le faire là, en vertu de l'article 88 du règlement. Ensuite, nous, le cas Barrick, on a réalisé une étude également en 2017, l'étude de caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences isolées. En fait, c'est une demande qui est venue de notre conseil d'administration parce que l'information n'était pas disponible à notre plan directeur de l'eau. Donc, les seules données qu'on avait, c'était celles-là issues de l'étude de 2013 du ministère de l'Environnement que je viens de vous présenter. Donc, nous, notre étude s'est vraiment concentrée sur notre territoire. Donc, on a obtenu les réponses là, à nos questions de l'ensemble de nos municipalités et de nos MRC, c'est-à-dire 67 municipalités, là, excluant la ville de Lévis, puisqu'on l'a inclus là, dans nos 8 MRC. Donc, en fait, au niveau vraiment de la vidange, ce qu'on a découvert dans un sens, c'est que les délais de vidange ne sont pas respectés pour 5 municipalités et il y a 11 municipalités qui ne savent pas si les citoyens ou l'entité en charge de la vidange effectue la vidange ou pas. Donc, c'est quand même 16 municipalités sur 77. C'est pas négligeable. Également, la méthode qui est le plus utilisée par les municipalités qui font la vidange, c'est la méthode d'intervalle fixe, c'est-à-dire que aux 2 ans, dans le cas d'une résidence principale, ben, l'entité responsable de la vidange, que ce soit une MRC, les citoyens, les municipalités, vont venir la faire. Alors que les autres municipalités, ben, c'est soit qu'ils ne savent pas, soit qu'ils font ça à d'autres méthodes. Là. Il y a une autre méthode, entre autres, qui existe, c'est de venir mesurer les boues et l'écume dans les installations septiques, puis de retirer un certain volume là, qui est présélectionné. Bon, par la suite, les types de vidange, bon, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Donc, la vidange totale, il y a 28 municipalités qui procèdent à cette vidange-là. Sélective, c'est celle que je viens d'expliquer au niveau là, du calcul là, des matières et finalement de la sélection d'un volume. 17 municipalités. Finalement, 16 municipalités effectuent la vidange selon la volonté du propriétaire, puis il y a une municipalité qui le fait selon la volonté du contractant. Puis finalement, 22 municipalités là, qui ne sont pas au courant de comment est fait la vidange. Souvent, dans le cas de ces 22 municipalités-là, c'est parce que justement la compétence a été déléguée là, à une MRC ou une autre entité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le même questionnaire est envoyé aux 77 municipalités. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont plus au courant parce que c'est eux qui le font ou les citoyens. Il y en a qui sont moins au courant parce que c'est la MRC. Donc, il faut quand même un peu prendre tous ces résultats-là là, avec une certaine marge, dans le sens où il est possible là, que le répondant n'avait pas nécessairement les connaissances nécessaires pour répondre aux questions. Finalement, on a demandé aux municipalités s'ils étaient satisfaites ou insatisfaites de la gestion. Puis, il y en avait 17 là, qui étaient insatisfaites de la gestion du processus sur leur territoire. Au niveau de la gestion des nuisances, donc c'est-à-dire la pollution issue, ben, en fait, qui émane des installations septiques, il y a 38 municipalités qui affirment être aux prises avec des problèmes de nuisances. Puis ces problèmes-là sont principalement des rejets dans l'environnement, des puisards qui sont des installations en fait qui sont interdites depuis la loi sur l'aménagement et l'urbanisme de 1981. Par contre, il y a des droits acquis là, pour les propriétaires qui avaient déjà ce type d'installation-là avant la loi. Et finalement, des installations désuètes. 4 municipalités offrent des programmes de financement pour la mise aux normes des installations, c'est-à-dire que dans le cas où il y a une inspection qui est faite et le citoyen doit se mettre aux normes, il y a seulement 4 municipalités là, qui donnent un certain financement qui peut être par exemple des tarifs fixes, un crédit sur les taxes ou toute autre forme de financement. C'est pas beaucoup, c'est ce qui peut entre autres expliquer que souvent les citoyens ont des installations qui ne sont pas nécessairement aux normes parce que bon, on le sait, ça coûte relativement cher d'installation, ça peut varier de 3 000 à beaucoup plus là, en fonction du type de fosse, du type de milieu. Voilà. Donc, finalement, le dernier résultat que je vais vous présenter, je ne vous ai pas tous présentés, il y a quand même beaucoup de questions à l'étude.
Le dernier résultat qu'on trouvait intéressant, c'est qu'on a demandé aux municipalités si, selon eux, la compétence du Q2 R22, donc le règlement sur les installations septiques, devait relever des municipalités ou des MRC. C'est relativement 50-50. Donc, il y a 36 municipalités qui sont d'avis que la compétence devrait relever des municipalités, alors que 37 municipalités là, sont d'avis que cette compétence-là devrait relever des MRC. Vous avez à droite deux graphiques là, que je n'ai pas expliqués. En fait, le premier, celui d'en haut, ça explique que au niveau des 31 municipalités qui ont des problèmes de nuisance, lorsqu'il y a des problèmes, ben, en fait, qui constate ou en fait qui vient faire l'inspection au niveau finalement de la nuisance. Donc, on voit là, que majoritairement, les inspections pour les nuisances sont faites à partir de plaintes. Sinon, c'est des inspections là, municipales ou de la MRC. En bas, c'est un peu la même chose. Donc, c'est qui s'occupe de faire le suivi. On voit que c'est souvent la municipalité. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que souvent nos MRC qui ont des programmes là, finalement à qui la compétence a été déléguée, ben, ils font seulement la vidange. Donc, lorsque surviennent les problèmes de nuisance, c'est les municipalités là, qui doivent là, en faire le suivi. Puis ça, en fait, quand la compétence, on va dire semi-déléguée, donc elle n'est pas déléguée au complet au MRC, ben, ça apporte certains problèmes là, de compréhension ou de connaissance, dans le sens où les gens deviennent un peu mêlés à savoir qui fait quoi. Donc, l'idéal de ce qu'on a pu remarquer là, dans l'étude, c'est que si on délègue une compétence à la MRC, on la délègue au complet, donc pas seulement une partie. Ici, j'ai mis en fait certains graphiques là, de l'analyse, donc lorsqu'on a croisé plusieurs données. Donc, le premier, en fait, c'est que sur l'axe des abscisses, en fait, vous avez l'entité qui est en charge de la vidange. Puis finalement, sur l'axe vertical, c'est l'entité selon laquelle l'application du Q2 R22 devrait être prise en fonction. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les colonnes bleues, ça représente les MRC et les colonnes oranges, ça représente les municipalités. Bon, on voit que, par exemple, dans le cas des MRC, ben, sur les près de 50 municipalités qui ont répondu que c'est la MRC qui fait la vidange, ben, en fait, il y a quand même 21 municipalités qui pensent que cette compétence-là devrait être tenue par la municipalité et non par la MRC. C'est quand même assez intéressant. Donc, c'est près de la moitié là, des municipalités qui ont délégué leur compétence à la MRC, mais que finalement, ben, ils pensent que ça devrait plutôt relever d'eux là, plutôt que de la MRC. Sur le graphique de droite, en fait, c'est un peu la même chose, mais en fonction de qui fait les suivis. Je ne vais pas vous expliquer là, en détail tous les graphiques, là, mais vous voyez également qu'il y a certaines incohérences de ce côté-là aussi au niveau de qui détient bel et bien la compétence et finalement, ben, selon les municipalités et les MRC, ben, qui devrait l'avoir. Ici, c'est un peu là, pour vous montrer les incohérences, ou pas les incohérences, mais je dirais plutôt les incompréhensions qu'il y avait lorsque les compétences étaient déléguées ou pas. Donc, j'ai mis certains résultats par MRC. Donc, la première colonne, l'entité responsable selon la MRC, c'est l'entité qui est responsable de la vidange. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple de la MRC du Granit. La MRC du Granit, qui est la troisième ligne, dit que ce sont les municipalités qui devraient être responsables de la vidange. Mais lorsqu'on a demandé aux municipalités, en fait, qui devrait l'être, ben, il y a 8 municipalités qui ont répondu que ça devrait être bel et bien la municipalité, alors que 7 municipalités répondent que c'est la MRC. Donc, ça vient un peu montrer les incohérences qu'il y a entre les réponses des MRC et les réponses des municipalités, parce que j'ai oublié là, de vous le mentionner, mais le sondage a été également distribué aux MRC, donc on avait les réponses à la fois des MRC et des municipalités. C'est juste que dans le cadre de la présente présentation, je ne vous ai pas présenté les résultats des MRC là, dans l'objectif de ne pas trop s'attarder, en fait, de ne pas trop faire une présentation trop longue. En bas, en fait, c'est la même chose, mais au niveau de qui est en charge de faire la vidange. Donc, c'est la même chose. Donc, on voit certaines incohérences là, au niveau de certaines MRC. Donc, voilà, ça faisait également le tour là, pour ma présentation. J'ai essayé de faire ça assez rapidement là, pour qu'on puisse finir dans les délais. Donc, Raphaël, je te laisse prendre la suite. Mais déjà, est-ce qu'il y a des questions pour ton volet sur les eaux usées? Je veux juste vous rappeler que le rapport complet est disponible là, à tous. Et le rapport là, n'a pas de dénomination, donc on ne pointe pas certaines MRC ou certaines municipalités. C'est vraiment un rapport qui est non dénominatif. Là. Donc, je ne vois pas de questions apparaître dans le chat. On avait une question de la part de nos partenaires belges sur ce qui était une MRC.
Donc la municipalité régionale de Comté, qui est un regroupement de municipalités un petit peu comme les communautés de communes en France, je ne sais pas s'il y en a en Belgique. C'est un rassemblement avec un préfet et puis des maires à la table. Alors il y aurait un point d'information pour Racine. Je ne sais pas si vous êtes équipé de micro, est-ce que vous avez peut-être la possibilité de Bonjour Geneviève, d'ailleurs. vous démuter, je ne sais pas. C'est Geneviève Audet. Ou sinon par écrit. Okay. Bonjour, est-ce que là, ça fonctionne? Oui. Bon, excellent. Ben, bonjour, Hassan. C'était un point d'information. En fait, j'ai juste accroché sur le fait qu'il y avait peu d'OBV au Québec qui faisaient les analyses de vulnérabilité. Depuis quelques mois, nous autres, on a commencé à en faire pour plusieurs municipalités en collaboration avec le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent dans notre coin. Puis également avec des échanges d'informations auprès d'un autre organisme de bassin versant, le Coba-Vert dans Vaudreuil-Soulanges. Le Coba-Vert, oui, exactement, oui, Geneviève, oui, tout à fait. Merci pour ces précisions-là. J'avais pris les infos qui ne sont pas encore peut-être pas trop complétées sur le site du ROBVQ, mais c'était un petit peu là, oui. C'est juste que ça m'a un petit peu dérangé parce qu'on a quand même du monde qui travaille là-dessus. C'est bon de le savoir, soit dit en passant. Ça me fait bien plaisir de partager l'information oui. et merci pour les présentations. C'était une bonne idée. Puis j'ai bien hâte à la prochaine pour la Wallonie. Merci beaucoup, Geneviève. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va achever le webinaire. Je ne sais pas si tout le monde le sait, il y a donc jeudi, c'est justement nos partenaires wallons qui vont faire leur présentation sur ces thématiques. Et donc au plaisir de vous retrouver à ce webinaire pour ceux qui y seront. Et puis à jeudi pour nos partenaires wallons.